Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, j'ai l'agréable mission de modérer un débat qui s'organise sous les meilleurs auspices, comme l'ont dit les honorables orateurs qui m'ont précédé. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est d'une brûlante actualité, à savoir les musulmans en Europe, la voie vers l'harmonie sociale. À cet effet, le Centre a demandé à un intellectuel de renom, le Dr Zédan Meriboud, d'écrire un ouvrage éponyme qui puisse alimenter notre réflexion et, partant, notre débat. La sénatrice de Paris, Mme Baliza Khiyari, membre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, qui aurait souhaité être avec nous, a envoyé une contribution écrite qui est disponible dans la salle. Je vous en recommande vivement la lecture. Permettez-moi de m'arrêter tant soit peu sur le thème de notre débat. D'abord, les musulmans en Europe. J'ai lu une déclaration d'un dirigeant d'Europe de l'Est fustigeant ces jours derniers l'islam qui, selon lui, et je le cite, n'appartient pas spirituellement à l'Europe et qui est incompatible avec les valeurs chrétiennes. Fin de citation. Ceci est assez précisément l'antithèse de notre conférence. J'ai passé mon enfance sous l'occupation nazie en France et c'est exactement ce qui se disait à l'époque au sujet de la religion juive. Plus jamais cela, a-t-on proclamé par la suite. Plus jamais cela. Pourtant, nous voyons qu'aujourd'hui, le sort en a décidé autrement. Avec la crise économique, le sous-emploi et le contre-coup des opérations militaires étrangères au Moyen-Orient, les sociétés autour de la Méditerranée se dérèglent. Les haines d'antan subsistent, mais se métamorphosent en prenant désormais pour cible les musulmans. Voilà donc ces derniers, victimes à la fois du terrorisme dans le monde arabe et aussi, avec d'autres innocents, victimes en Europe, où ils sont confrontés en outre à la montée d'un populisme qui suscite la peur de l'autre, le musulman, pour en tirer un profit électoral. L'islam est présenté par ce dirigeant européen comme étant étrangère à l'Europe. Il est vrai que l'indisponibilité d'imams en Europe en nombre suffisant a conduit à l'envoi d'imams d'Afrique du Nord, pas toujours lettrés en français. C'est un problème qui est partagé avec les chrétiens. Le tarissement des vocations. Dans le village savoyard où j'habite, la messe n'est dite que rarement et ceci par un prêtre camerounais itinérant qui parle le français comme il peut. Il faudra donc trouver des solutions adéquates au recrutement local, aussi bien des imams que des prêtres. Il y a certes des cas malheureux où des financements étrangers de construction de mosquées en Europe ont été accompagnés par une politisation des prêches incompatible avec la pureté de la foi. Faut-il interdire pour autant les financements étrangers des associations qui réalisent des lieux de prière ou simplement interdire des conditionnalités dogmatiques liées à l'octroi d'une aide financière étrangère? Lorsque des pays du Sud ont voulu interdire des financements étrangers aux ONG locales, les grandes ONG occidentales se sont mobilisées pour dénoncer à travers le monde ce qu'ils appelaient une violation du droit des associations. L'islam n'est pas pour autant une religion étrangère à l'Europe.
Elle a la même origine géographique que le judaïsme et le christianisme, dont elle se veut au demeurant la simple continuation abrahamique. Étant arrivée en Europe quelques siècles après le christianisme, en 711 de l'ère chrétienne, l'islam ne peut guère être qualifié de nouveau venu en Europe. En outre, 75% des musulmans en France sont français, comme le rappelle Madame Khayari, la sénatrice de Paris, dans son allocution qui vous est distribuée. Comme le souligne par ailleurs la sénatrice de Paris, le terme de musulman recouvre une multitude de rites, d'écoles et de pratiques religieuses différentes, comme aussi de personnes pratiquantes ou non pratiquantes. Toute généralisation concernant les musulmans peut donc être génératrice d'erreurs. Même lorsqu'on se réfère aux salafistes, une école rigoriste de l'islam, on ne doit pas ignorer que cette pratique doit bénéficier du principe laïque de la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 18, sur la liberté de religion et de croyance. Il y a compatibilité vécue entre le salafisme et le quiétisme. Qui songerait bannir les Amish des États-Unis? Si, se réclamant à tort de l'islam aujourd'hui, comme ailleurs ou en d'autres temps de la chrétienté, des prêcheurs hérétiques incitent à la violence ou des terroristes commettent des crimes, ce n'est pas l'islam ou la chrétienté ou les croyants qu'il faut condamner, mais les auteurs de ces comportements délictuels ou criminels. Compte tenu de la diversité de situations de ceux qu'on associe à la sphère islamique, il convient d'ailleurs de dénoncer en outre la tendance à essentialiser en toutes circonstances les musulmans en se focalisant sur leur seule dimension identitaire religieuse. Pourquoi ne pas voir en l'autre un ingénieur, un administrateur, une voisine avenante ou une mère de famille plutôt que d'être obsédé par sa seule identification avec l'islam? Ceci serait considéré comme une attitude malsaine s'il s'agissait de judaïsme, par exemple. Elle ne l'est pourtant pas moins dans le cas présent. Deuxième partie du thème de notre conférence-débat, la voie vers l'harmonie sociale. Vu la diversité recouverte par le vocable de musulmans, il est normal que certaines politiques visant au communautarisme dans certaines sociétés européennes y sont plus appropriées que dans d'autres où l'intégration est privilégiée. D'où le titre de cette conférence-débat, La voie vers l'harmonie sociale. Il s'agit de dépasser les schémas figés et d'éviter les querelles d'école. En d'autres termes, de rechercher les politiques et les mesures pragmatiques de nature à restaurer en Europe, et je dis bien restaurer en Europe, l'harmonie sociale autour d'une citoyenneté en voie d'extension allant de l'État-nation vers l'Europe-nation, une citoyenneté inclusive et basée sur la convivence, où la diversité devient une force de progrès. L'harmonie sociale commence à l'école. Elle se poursuit dans la conception de la citoyenneté qui doit être porteuse de convivence. Elle se consolide dans l'ouverture sur l'autre, le repli sur soi étant la réaction à l'exclusion. Elle s'immunise contre les virus sociaux en vaccinant les peuples européens contre le discours phobique européen contemporain, porteur d'un prêt-à-porter islamophobe dont sont friands les populistes de tout acabit. Mal nommer les choses, rappelle la sénatrice de Paris, citant Albert Camus, c'est participer au malheur du monde. Cette citation est particulièrement
appropriée dans le contexte présent. L'harmonie sociale constitue le plus beau fleuron du siècle des Lumières, porteur d'une riche civilisation à l'Europe qu'illustrait si bien Voltaire lorsqu'il disait « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » Une citation. Face à l'aberrante campagne contre le foulard ou le maillot pudique de femmes musulmanes sur les plages européennes cet été, gageons que si Voltaire avait été vivant, il aurait dit « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous portez, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez avoir le droit de le porter. » L'harmonie sociale, enfin, c'est ces belles paroles que prononçaient à peu près à la même époque l'émir Abdelkader el-Jazairi. Et je cite, « Si les musulmans et les chrétiens avaient voulu me prêter leur attention, j'aurais fait cesser leur querelle. Ils seraient devenus extérieurement et intérieurement des frères. » Pour des raisons diverses, la religion, par le biais d'une plus grande visibilité de l'islam en Europe, a un impact croissant sur le discours politique. On s'inquiète de la politisation de l'islam qui est effectivement problématique, mais on devrait s'inquiéter aussi de la religiosisation de la politique. Ne sont pas moins préoccupantes, en effet, les atteintes par les politiques à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public, et je répète, tant en public qu'en privé, ainsi que le stipule la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le thème de cette conférence-débat, en une phrase, c'est de préconiser pour l'Europe une laïcité inclusive, soucieuse des droits de l'homme, et non pas un laïcisme marginalisateur dont Edoui Plenel décrit les méfaits dans son bel ouvrage pour les musulmans. Je vous remercie.